FM. Royal FM 88.4. 3, 2, 1, 0, top, c'est parti. C'est ici que ça commence. L'aventure radiophonique la plus délirante. Chaque jour, retrouvez les émotions fortes avec les meilleurs animateurs, les meilleurs journalistes, les meilleurs DJ et techniciens, sans oublier les meilleurs auditeurs. Royal FM 88.4. Le point littéraire et artistique, une présentation de Jean-Jacques Foucault. Jean-Jacques Foucault. Il est 21h01 sur la radio. Messieurs et dames, merci d'écouter la radio des auditeurs sur les 88.4 FM. Bienvenue à cet autre numéro du point littéraire et artistique. D'abord, en première partie, nous avons l'invité littéraire. Son nom, Daouda Boumbour. Il est en ce moment le finaliste du prix Ivoire, digne représentant du Cameroun, à cette haute compétition de l'écriture en Afrique. Messieurs et dames, en deuxième partie, nous parlerons actualité culturelle du moment, mais également l'art en lumière. Bienvenue, installez-vous confortablement. Juste en face de moi, Romia Lekoumé et surtout Steve de Souza. Bienvenue. Pourquoi j'écris? Pour que la vie soit plus diverse. Pourquoi j'écris? Parce que c'est ce que je sais faire. Et parce qu'avec l'âge, de toute façon, les possibilités se raréfient. Quand j'écris ce roman... j'écris tous les matins à partir de 7h30, 8h moins le quart, jusqu'à 9h30. On ne m'a pas donné de conseils en particulier pour écrire. Par contre, mon père m'a dit que j'en étais capable. Mais t'écris parce que t'as un truc à dire? Tout le monde écrit, mais tout le monde n'est pas écrivain. Pourquoi le devient-on? Comment le devient-on? D'où vient l'inspiration? Écrivain, écrivaine. Le point littéraire et artistique. Jean-Jacques Foucault. Jean-Jacques Foucault. On connaît les écrivains à travers leurs œuvres, mais connaît-on leur univers? Les romanciers nous entraînent dans leur fiction, mais quelle est leur vie au quotidien? Ces acteurs contemporains nous livrent un témoignage de notre temps. Mais quels sont leurs sentiments? Pour sa 3e saison, le point littéraire et artistique innove. C'est désormais tous les mardis de 21h à 23h et toujours une présentation de Jean-Jacques Foucault. Jean-Jacques Foucault. Le point littéraire et artistique. C'est une émission de littérature. Toute la littérature, ici, tous les genres, sous-genres et types d'écriture se rencontrent. En 2 heures, vous aurez droit à plus de découvertes de livres et d'auteurs. Ici, tous les genres littéraires et textes scientifiques se côtoient. Le point littéraire et artistique, c'est aussi l'actualité des événements culturels et l'ensemble des arts avec en prime un zoom sur qui les acteurs animent. Prenez le rendez-vous tous les mardis, intervalle 21h, 23h avec Jean-Jacques Foucault. Jean-Jacques Foucault. Le point littéraire et artistique, la première heure. La première heure. Le point littéraire et artistique, voici le profil de l'auteur. Voici le profil de l'auteur.
L'invité du soir qui reste toujours attendu ici à la maison de la radio, c'est Daouda Boumboua, on l'a dit. Il est juriste de formation, il est vice-président du conseil d'administration de la société civile des droits de la littérature et des arts dramatiques, Sociladra, membre de la commission nationale chargée du suivi, de l'évaluation, de la mise en œuvre de la politique nationale du livre, du manuel scolaire et autres matériels didactiques. Il est également président de la Société des poètes et artistes du Cameroun, SCAP. Il est auteur chez l'Armatan de Les Fleurs, Né Fleurs plus midi, Le griot des temps modernes et Nostalgiaque, co-auteur justement de cette publication. Il est lauréat du prix international Guillaume Apollinaire des Jeux floraux du Béarn 2012 et 2013. Royal FM. Il a pu finalement nous rejoindre. Daouda, bonsoir. Merci d'être venu à la radio nous parler de votre ouvrage. Bonsoir Jean-Jacques. Rapprochez-vous un tout petit peu du micro. Merci de me recevoir dans votre prestigieux studio. Bonsoir aux auditeurs de 88.4. On imagine que c'est peut-être la première ou une deuxième fois. C'est la première fois que je passe ici, chez vous en tout cas. Quelle impression vous avez du premier regard? C'est très bien, c'est convivial. Vous savez qu'aujourd'hui, nous avons décidé de vous inviter pour nous parler de ce livre, Le Fossé des Baobabs. C'est un ouvrage très intéressant. Déjà, on peut être trompé par le titre de l'ouvrage qui n'est pas assez explicite de ce qui nous attend au cours de la lecture. Pourquoi le choix de ce titre et comment est-ce qu'il s'effectue? Vous savez, la création littéraire est d'abord une œuvre de fiction.
elle obéit effectivement à plusieurs critères. Maintenant, le choix du titre, oui, il faut bien à un moment donné que ça résonne également, que ça fasse titre, c'est-à-dire que ça touche déjà, ça chatouille, n'est-ce pas, déjà le lecteur lorsqu'il aperçoit l'œuvre. Mais au-delà, il y a en fond quelque chose forcément que l'auteur veut transmettre à son lectorat, à son public. Et il n'est pas anodin d'ailleurs, le titre de Fossé des Baobabs, parce que il s'agit effectivement des tribulations d'un jeune homme face à certaines difficultés, pour ne pas dire à certains obstacles. À ce moment, lorsqu'il arrive à batailler au quotidien, ça peut avoir cette connotation-là de celui-là qui veut vaincre effectivement à venir à bout des obstacles. Donc, il y a que... C'est davantage une image. Il n'y a qu'un arbre fort, il n'y a que une vue assez, je ne voulais pas dire gigantesque, pour expliciter, n'est-ce pas, ce genre de choses-là. Et le baobab, de mon point de vue, m'a semblé cadré avec ce qui se passe dans le fond, dans la thématique que j'évoque dans l'œuvre. À côté de la thématique, vous avez jeté votre dévolu sur le professeur Hubert Monunzana pour la préface de l'ouvrage. Comment s'effectue la rencontre et comment est-ce qu'il accepte finalement d'apposer sa signature à l'avant de votre livre? C'est pas que j'ai jeté mon dévolu sur le professeur Monunzana, ça pourrait être le contraire. C'est lui qui a jeté? Donc, disons que c'est quelqu'un avec qui je travaille depuis un certain temps. Vous n'ignorez peut-être pas que il a été aussi PCA de la Sociladra. Oui. Donc aujourd'hui, j'officie comme vice-PCA à la Sociladra de ce côté-là. Donc la rencontre s'est faite tout naturellement. Nous échangeons régulièrement nos écrits. Et il s'est trouvé qu'il a apprécié quand même la thématique, je reviens là-dessus, que j'ai voulu porter à ce livre-là. Puisque ça rentre ensemble, je ne vais pas aller très loin avant vous d'ailleurs, dans le fond de l'œuvre, mais ça parle quand même d'une certaine activité universitaire, d'un certain minimum de choses qui se passent à l'université. Donc, en tant qu'enseignant, il s'est senti interpellé au premier chef. Interpellé, Alors, finalement, on comprend les mots assez flatteurs qu'il utilise lorsqu'il veut présenter le livre. Il indique aussi qu'il est mieux pour le lecteur de lire entièrement et de comprendre. Alors, l'histoire d'un jeune qui est très heureux parce qu'il a eu son baccalauréat, qui doit partir du cocon familial, aller en grande ville pour fréquenter. C'est une histoire que rencontre en ce moment bien précis beaucoup de jeunes bacheliers, beaucoup de personnes qui ont décroché leur diplôme. C'est un ouvrage avant-gardiste, parce que d'ailleurs qui cadre avec plusieurs contextes, le contexte camerounais, le contexte ivoirien, les lecteurs s'y retrouvent facilement. Pour ceux qui ont eu la chance de faire un tour à l'université, ils peuvent également facilement s'y retrouver. Mais ce n'est pas destiné qu'à cela. Parce qu'en fait, c'est un cri d'alarme, une sentinelle, une bougie qu'on allume pour attirer l'attention des uns et des autres sur ce que ça peut être également le milieu universitaire. Donc il y a, à mon avis, une communauté universitaire, comme j'appelle, qui est interpellée, constituée donc des étudiants, des enseignants, et éventuellement des parents qui financent pour la plupart les études de leurs enfants. Pour interpeller les uns et les autres, pour être mieux avertis sur les réalités de l'université qui n'ont rien à voir parfois. Oui, à l'université. Avec ce qui se dit, ce qu'on pense. On pense que c'est la liberté, on pense que c'est terminé avec les études, alors que c'est même là. C'est même là que ça commence, en fait. Il faut être plus sérieux, plus concentré. C'est même là que tout commence. L'université, je ne vais pas dire que c'est un serpent de mer, non.
parce que il faut juste bien insuffler un minimum de code, j'entends. Ça, c'est en guise de solution, ce que je peux préconiser. Vous savez, avec, on va dire, la décentralisation universitaire en 1993, c'est-à-dire qui a éclaté l'université de Yaoundé 1, en plusieurs, on va dire ça comme ça, justement parce qu'il y avait une forte demande, il fallait y aller. L'université s'est trouvée être un lieu convivial où on recherche non seulement la connaissance, mais là où on peut s'assurer d'un avenir rayonnant. Mais l'université a donc ses codes qu'il faut peut-être maîtriser, ses canevas. Et le jeune Roumet, puisqu'il s'agit de lui, qui est le personnage principal, qui est le héros du roman, après avoir eu son bac, a un choix à faire. Donc lui, il a choisi de poursuivre ses études à l'université. Et c'est comme ça qu'il se lance dans cet univers-là, dont il n'a pas été véritablement préparé. Il préfère aller à plusieurs kilomètres de sa résidence, et pourtant, là où il habite, il y a quand même une université. Pas loin. Vous voyez déjà que il se lance des défis, il se dit il va le faire parce qu'il a la volonté déjà de le faire. Il y va, mais à sa grande surprise, c'est pas la consécration, au contraire, comme vous disiez tantôt, c'est le début de tout. Et c'est comme ça donc qu'il va faire face à la réalité estudiantine, au sens propre du terme, c'est-à-dire à l'environnement universitaire, que ce soit au campus ou dans ce qu'on appelle généralement les mini-cités, dans les résidences universitaires. Oui. Donc voilà, là, c'est un peu ce que l'auteur essaye à travers une fiction, bien à lui, bien d'ailleurs le préfacier l'a relevé, qui est d'ailleurs un poète, qui est d'abord un poète, il a ressenti quand même cette fibre-là. Il essaye donc de développer ces champs de semences, ces pans qui, ma foi, interpellent tout le monde, quoi. Il efface par exemple Jean-Jacques. Oui. Il efface par exemple Jean-Jacques, si vous voulez que je creuse ça. Bien sûr. À ce genre d'enseignants qui sont pas devenus enseignants qui sont pas enseignants par vocation, on va dire, parce que il y a un qui s'appelle Monsieur Sop. Je crois Sop, voilà. Contrairement à Monsieur Nguemou, qui lui, il est dévoué, il est plutôt disponible, il est dans son élément et tout, très attentif. Qui lui, il avait d'abord été, vous avez vraiment lu, parce que là il est très loin, qui lui donc a été formé pour enseigner autre chose, et qui malheureusement, peut-être par rapport aux contraintes sociales et du travail, se retrouve à faire autre chose. Ce qui fait que là déjà c'est un problème, vous voyez, qui fait que ça se ressent très vite au niveau des étudiants. Qui, ma foi, ne sont pas à l'aise généralement dans ces cours et qui chahutent. Ça fait qu'il y a un impact qu'on ressent tout de suite et qui crée une ambiance un peu délétère. Donc, et puis, Roumet va peut-être faire des frais lorsqu'il se retrouvera dans une mauvaise situation, au mauvais moment, et mal va lui en prendre parce qu'il va se retrouver en face de ce monsieur Sop dans ce qu'on appelle le jury de fraude, parce qu'il a été interpellé et conduit au jury de fraude pour faire face à cet incident-là. Donc, bon, bref, en fait, je veux dire qu'il y a pas mal de séquences comme ça. Il y a beaucoup de séquences. Il y a beaucoup de séquences comme ça pour justement placer du doigt sur ce qui fait mal, ce dont les gens n'arrivent pas toujours à dire, même s'ils le pensent. Donc, un certain nombre. Et ça, c'est peut-être le crédit à
à mettre à l'actif de l'auteur. Parce qu'il rentre quand même dans une certaine fiction. Il y a des bribes d'actualité. Hein. Oui. Vous avez par exemple des paysages qu'il peint, un certain nombre de choses qu'il raconte, des histoires. Le personnage héros qui est présenté dans le livre est d'abord confronté à la dure réalité, la séparation avec la famille. Ça aussi, oui. Il est difficile d'aller dans un environnement nouveau. Où on ne connaît pas grand monde, on est constamment obligé de passer un coup de fil qui coûte un bras, mais quand même, il le faut pour garder le lien familial. Tout à fait. En permanence. C'est peut-être pour amener les uns et les autres à se dire que la famille, c'est quelque chose de fondamental tout de même, lorsqu'on se retrouve dans des étapes ou bien une épreuve comme celle-là. Tout à fait. Et maintenant, en dehors de cela, il y a l'université. Les réalités sont tout autres. C'est pas la méritocratie qui est prônée. C'est davantage, dans quelques rares cas, bien évidemment, le favoritisme, les notes transmises disons sexuellement. Que ça c'est des problèmes qui, on peut les relativiser. Mais ça intervient généralement dans les cas où vous avez des gens qui sont pas... comment je vais dire ça, qui n'ont pas ce petit truc-là qu'il faut pour faire ce qu'ils doivent faire, vous voyez. Donc, à ce moment-là, lorsqu'on n'a pas la vocation, par exemple, d'enseigner, et qu'on n'a pas un minimum de patience pour apprendre, naturellement, ça peut aller dans tous les sens, vous voyez. Donc, en fait, c'est déjà un champ d'études. Les programmes sont calés, je pense que le contenu est bien ficelé, mais là n'est pas le problème, c'est juste que il y a justement ces interactions-là qui parfois font problème. Et véritablement, vous voulez peut-être pas le dire de manière aussi crue, la manière dont les choses sont faites au niveau de la cellule généralement informatique avec les notes, vous pouvez être surpris de retrouver pas forcément les bonnes notes que vous aviez au babillard. Donc ça. Et lorsque vous êtes identifié, ça crée d'autres situations qui s'enchaînent. Donc ça c'est d'un, de deux. Nous avons des réalités, nous avons des filles assez craquantes qui viennent pas forcément pour les mêmes objectifs, qui ont d'autres soucis, et avec les enseignants parfois qui trouvent là un malin plaisir à... Ils se laissent un peu aller. Voilà, à faire autre chose que ce dont elles sont... comment dire ça, à faire autre chose que ce dont elles doivent effectivement faire. Donc, bref, il y a un ensemble de choses comme ça qui, quand même, interpellent l'auteur. Et l'auteur voulait donc le préciser pour signifier que là également, il y a peut-être des choses à parfaire. Oui. Il y a que la rentrée académique mais désormais là, pour un jeune étudiant qui entre à l'université, ce livre peut être considéré comme un guide peut-être pratique pour savoir et connaître les réalités des universités. Est-ce que le livre a trait à votre vécu, au-delà de la fiction? Est-ce qu'il n'y a pas là, à l'intérieur de cet ouvrage, un peu de vécu? Parfois ça trahit l'auteur. On ne peut pas nier qu'il n'y ait pas de temps en temps des marques de l'auteur. Je vous ai parlé tout à l'heure de la marque poétique, de la poésie, qui est un peu parfois, le dit-on, qui prend le pas sur toutes les activités de l'auteur, qui devient avec ce roman un auteur romanesque. Donc, oui, mais je vais pas... oui, on le dira aussi parce que l'auteur est juriste. Oui, mais on est toujours... c'est une coïncidence. Ça peut être une coïncidence. Mais je pense que dans le subconscient, il y a toujours des marques comme ça
qui nous accompagne. Hein. Il y a toujours un peu de l'auteur. Il y a toujours un peu l'auteur, on va pas le nier. Il y a toujours un peu l'auteur. Mais maintenant, comme il s'agit de la création artistique, dont l'auteur se permet vraiment, il se donne des marges de manœuvre, il se permet vraiment de dire des choses parce qu'il peut le faire à ce moment-là. L'université, c'est aussi les rencontres, les relations interchambres dans les cités. L'université, c'est des fêtes à répétition. Bah oui, je pense que dans le roman, on en a parlé aussi. La vie est dans les cités, oui. Avec les factures qu'il faut régler, qui nous surprennent de temps en temps, le quotidien qu'il faut gérer, un certain nombre de préoccupations. Vous avez parlé aussi de la famille qui n'est plus là, cette ambiance de solitude qui vous gagne par moment. Donc c'est un ensemble de choses quand même qu'il faudra quand même mettre sur la table. Combien de temps cela vous a pris pour pouvoir rédiger ce roman? Alors là c'est une très bonne question. C'est vrai que c'est allé tout d'un trait, mais je dois avouer que j'ai pris mon temps. Hein. J'ai pris tout mon temps. Et vous allez parfois lire des dates dans le livre. Oui. Ça a pris beaucoup de temps quand même. Hein. Parce que s'il est paru ce roman en 2018, et que par ailleurs vous avez des dates comme 2001, 11 septembre 2001, 2002 ça veut aussi. dire que ça a pris quand même un bon bout. Donc c'est depuis 2001 que vous travaillez sur le projet ou un peu avant? Vous savez, quand on écrit, il y a plusieurs projets qu'on a dans la tête. Actuellement, par exemple, je suis sur 3 ouvrages, ou 4. En même temps. En même temps. Donc ça dépend des recueils de poésie, des romans aussi, des essais. Donc ça dépend de la sensibilité qu'on a à ce moment-là. Ça veut dire que celui-ci c'était le premier? Pas le premier ouvrage de Daouda Mbombo, non. Ça c'est le 4e. De Daouda Mbombo. Et bien avant, il y a eu d'autres textes toujours dans... on a eu quand même... c'est bien d'en parler parce que nous avions Les Fleurs des Fleurs après-midi, paru je crois en 2013. Et d'ailleurs, cette œuvre-là a été inscrite au programme scolaire dans les bibliothèques. Ça vous a peut-être échappé, mais je pense que c'était bel et bien là. Avant ça, il y avait aussi Nostalgiaque. C'est une œuvre collective qui est parue aux éditions L'Harmattan. Il y a aussi Le Griot des temps modernes, qui est un recueil de poésie qui est paru à Paris aux éditions L'Harmattan il y a bien longtemps aussi. Il y a beaucoup de publications en collectif que l'auteur a eu à faire entre-temps. Tout à l'heure, nous allons un peu nous étendre sur le prix Ivoire. Parce qu'il faut dire que le livre Le Fossé des Baobabs est finaliste. Et puis, on en parlera. Mais avant, on marque un arrêt. Le point littéraire et artistique, les classiques littéraires. Les classiques littéraires. Voici un livre que nous vous proposons de lire. Eh bien, c'est L'étranger, un roman d'Albert Camus. Faut dire que le roman met en scène un personnage, de narrateur nommé Meursault, vivant à Alger, en Algérie française. Le roman est découpé en 2 parties. Au début de la première partie, Meursault reçoit un télégramme annonçant que sa mère, qu'il a internée à l'hospice de Marengo, vient de mourir. Il se rend en autocar à l'asile de vieillards situé près d'Alger, veillant la mort toute la nuit. Il assiste le lendemain à la mise en bière et aux funérailles sans avoir l'attitude attendue d'un fils endeuillé. Le protagoniste ne pleure pas. Il ne veut pas simuler un chagrin qu'il ne ressent pas.
Au lendemain de l'enterrement, Meursault décide d'aller nager à l'établissement de bain du port et y rencontre Marie, une dactylo, qui avait travaillé dans la même entreprise que lui. Le soir, ils sortent voir un film de Fernandel au cinéma et passent le restant de cette nuit ensemble. Le lendemain matin, son voisin Raymond Sineste, un proxénète notoire, lui demande de l'aider à écrire une lettre pour dénicher sa maîtresse. Une mort envers laquelle il s'est montré brutal. Il craint de représailles du frère de celle-ci. La semaine suivante, Raymond frappe et injurie sa maîtresse dans son appartement. La police intervient et convoque Raymond au commissariat. Celui-ci utilise Meursault comme témoin et de moralité. En sortant, il l'invite, lui et le maire, à déjeuner le dimanche suivant en un cabanon au bord de la mer qui appartient à un de ses amis de maison. C'est un livre assez intéressant. L'aventure, la suite justement, à lire absolument dans L'étranger. L'étranger, un roman, on l'a dit, d'Albert Camus, sorti en 1942. Si vous ne l'avez pas encore lu, c'est l'occasion d'aller le découvrir. Merci d'écouter la radio sur les 88.4 FM, mais également sur Facebook en tapant simplement Royal FM, espace Cameroun. Nous sommes avec l'auteur Daouda Bombo qui bien évidemment nous présente son livre Le fossé des Baobabs, un livre préfacé de Hubert Mononzana, il faut le dire. Un roman qui revient sur une histoire assez tumultueuse, celle d'un jeune. Le nom c'est Héroumi, il faut le dire. Alors, puisqu'on parlait tout à l'heure de classiques littéraires, est-ce qu'il y a des auteurs en particulier qui vous ont inspiré, qui vous ont amené à écrire un de ces quatre? Bah oui, ils sont assez nombreux. Assez nombreux, hein. Je sais pas si... vos préférés, peut-être. Ce serait fastidieux de les citer tous ici. Je vais pas dire comme à tes baïonnés que je lis un livre toutes les 2 semaines. En moyenne, un livre peut-être toutes les semaines. Donc forcément je trouve des meilleurs. Même celui qui m'a quand même fait le déclic à un moment donné, c'est Angèle Benvin. Quand j'ai fait la rencontre de son œuvre, que vous connaissez sans doute, Balafon. Et si vous voyez, d'ailleurs, la plupart des gens qui ont lu Les Fleurs des Fleurs du Midi reviennent toujours là-dessus. Ils marquent cette similitude avec Balafon. Et effectivement, quand il évoque des gens comme Confucius, un certain nombre de chants, de cris, je me retrouve forcément en tant qu'auteur. Donc il y a une certaine étroite ligne entre ce genre d'écriture et ma personne. Bon, ben, il y a bien d'autres. Hein. Je préfère citer les Camerounais. Oui. Il y a Jean-Marc Hilla, il y a Hubert Monondiana, et voilà, etc. Donc, non, il y a pas mal d'auteurs comme ça qui m'ont quand même, à un moment donné, qui ont provoqué cette fibre d'écriture en moi, quoi. Aujourd'hui, vous avez donc décidé, du moins il y a quand même beaucoup d'années, vous avez décidé de vous mettre vous-même à l'écriture. Ouais. Est-ce que pour le fossé des Baobabs, aujourd'hui, lorsque vous revisitez le livre, vous dites vraiment c'est exactement ce que je voulais dire, ou il y a certains aspects que vous aurez souhaité soit enlever, soit ajouter? Non, je suis un peu têtu, hein, parfois dans ce que je fais, parce que j'y crois. Et c'est vrai que ça n'a pas été facile avec mon éditeur. Oui. Parce que à un moment donné, le livre était bien plus costaud que cela. Il m'a dit, bah écoute Daouda, déjà il y a 230 pages, je sais pas, les lecteurs, on en trouve de moins en moins, il faut les aménager un peu. Il faut les aménager un peu, et vous vous rendez compte à ce moment-là qu'il faut condenser le fil de vos idées, et du coup ça devient un peu contraignant. Je suis un peu un petit conformiste, hein.
je suis contre toute forme de sens, hein, lorsque les choses sont faites comme ça. Il y a beaucoup de pages qui sont parties. Et voilà, donc oui, forcément. Là, ça demande encore un travail énorme, hein, parce qu'on vous demande, mais vous restez dans la ligne de ce que vous avez, quoi. Mais c'est passionnant, en fait, parce que c'est un peu comme un jeu, jouer avec les mots et autres. Vous auriez pu faire la première partie et plus tard peut-être un deuxième tome sur la même histoire. Non, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de champs thématiques, hein. Il y a tellement de choses qu'on peut développer. Si vous me suivez, véritablement, vous allez comprendre, même à travers les articles que je fais régulièrement. Je ne vais pas citer ici là où je publie, mais c'est quand même référencé. Vous allez parler des routes, des problèmes liés à la route. Vous allez parler de comment on va dire ça, la culture des gens, la haine, l'amour. Il y a tellement de thématiques qu'on peut développer. Je vous disais que je travaillais sur 2 ou 3 actuellement. Il y a un qui me vient à l'idée tout de suite, là, c'est la religion, par exemple. Ça aussi. Vous savez, Daoud Mbombo a un souci avec les préjugés. Et c'est ça, moi, qui me parle à un moment donné et qui fonde même l'action que je mène en tant qu'auteur. En tant qu'auteur. À un moment donné, l'auteur s'est dit effectivement il faut prendre position. Il faut prendre position par rapport à telle chose. Et c'est ça l'engagement aussi. Donc il s'engage forcément. C'est en fait pour dire que l'un des mots que nous avons et qui nous habite, c'est justement la peur de l'autre. Et d'ailleurs, il y a un auteur qui l'a si bien dit, pour résumer, en disant qu'il ne faut pas avoir peur de l'autre. Parce que l'autre est d'abord une richesse, parce qu'il est, n'est-ce pas, différent de vous. Il a quelque chose à vous apporter. Voilà, sur quoi c'est Saint-Exupéry qui l'a dit. Donc l'autre, parce qu'il est différent de moi, m'enrichit. Donc il ne faut pas avoir ces préjugés-là d'emblée vis-à-vis de l'autre. C'est fondamental. De discuter avec. Il y a Senghor aussi qui allait plus loin dans ce sens. Lorsqu'il parlait d'amitié, lorsqu'il parlait d'échange, lorsqu'il parlait de partage. Il y a même aussi Francis Bébé. Vous allez lire leurs écrits, c'est fabuleux. Mais comme je lui disais dans une chaîne concurrente, tout est dans les livres. Tout est dans les livres pour peu qu'on fasse un minimum d'efforts. Et je sais que c'est ça. Alors là, la difficulté avec nous autres, quelqu'un disait encore que si vous laissez un billet de 1000 francs dans un bouquin, vous reviendrez après 10 ans que vous retrouverez le même billet au même endroit. Donc c'est pour dire qu'il faut une culture de livre aussi. Il faut développer une culture de livre dans notre pays. Et les grandes nations ont mis l'accent effectivement sur cet aspect-là. Et ça commence en bas âge. Quand vous commencez à habituer l'enfant à manipuler les livres, je le dis parce que finalement la sagesse aussi, elle découle de cela. Ça c'est un jet, c'est une proposition que je fais. Je vous parle par exemple du milieu universitaire. On n'a pas besoin forcément d'aller à l'université désormais pour se rendre compte de la réalité universitaire à travers le fossé des Baobabs. On est au courant de ce qui s'y déroule. Voilà, à travers le fossé de Baobab. Donc, et c'est valable pour le fossé, c'est valable pour tant d'autres domaines. Donc, vous avez, et c'est à la portée de tout le monde. Allez dans les rues de Yaoundé, vous allez même parfois trouver des livres qui coûtent éminemment cher ailleurs, dans les grandes surfaces. Vous pouvez les trouver dans ces endroits-là. Donc, je dis, pour parler du coût, que ce n'est pas une question d'argent. C'est pas une question d'argent. Je pense que le livre est à la portée de tout le monde. Seulement, il faut avoir la volonté. Il faut avoir la culture. Oui. La culture. Aller chercher un livre, c'est un lire. Peu comme l'éducation. Voilà. Oui. C'est un peu comme regarder un film. Hein. Voilà. Mais sauf que là, c'est l'intellect qui travaille. Parce qu'il faut regarder ou voir à travers les phrases et les lignes. Maintenant, votre livre est nominé au finaliste du prix Ivoire. Comment vous apprenez l'information ?
Donc c'est quelqu'un qui m'informe. J'étais à l'étranger à ce moment-là. C'est via les réseaux sociaux. On me dit félicitations. D'ailleurs, c'est un écrivain aussi. Je crois que c'est Badadi Ouettondo qui me fait un message pour me dire félicitations Daouda, bravo, ça c'est bien. Bon. Tout d'un coup, je prête pas d'abord attention à ça. Quand je reviens, je dis tiens, tu disais félicitations, c'était par rapport à quoi? C'est là où il me dit il m'envoie le lien en ce moment-là. Quand je clique le lien, je suis dirigé sur la page et puis je découvre qu'effectivement je suis finaliste parmi les Ivoiriens et Sénégalais. Oui. Je dis c'est une bonne chose. Au préalable, vous avez quand même postulé généralement, c'est un ami en fait qui est en France, qui a aimé particulièrement quand je vous disais que c'était dans tous les contextes on pouvait se retrouver, qui a particulièrement aimé ce bouquin, qui a dû faire cette proposition à ma place. Et là, lui, il a proposé votre ouvrage. Voilà. Oui. C'est comme ça que ça s'est passé. Et puis voilà, il n'était pas surpris non plus de vous voir finaliste. Oui, de vous voir finaliste. Parce que le livre est réaliste. On a bien l'impression de se lire quelquefois. Voilà, tout à fait. Si on a fait les il est un peu trop vrai aussi. J'ai l'impression qu'il est trop vrai. Oui. Parce que je crois que c'est le professeur Humer Monodiana. C'est le professeur Humer Monodiana qui me disait que mais Daouda, j'ai l'impression que tu as trahi ta conscience avec ce bouquin. On a toute l'impression que c'est toi. Je lui ai dit non, je suis pas sûr que c'est moi. Tu sais, c'est d'abord une œuvre de fiction aussi. Il y a certainement du moins parce que effectivement j'ai pas été insensible à ce qui se passait à l'université à un moment donné, pour peu que j'ai prêté l'oreille. J'ai des camarades qui ont connu des déboires pas possibles, quoi. Parfois on n'est pas capable d'aller en deuxième année simplement parce qu'on a eu une autre qui disparaît, on n'arrive pas à rattraper. Et vous êtes sur le chemin de la licence, vous faites 6, 7, 8, 9, 10 ans. Ah ouais, c'est apparemment compréhensible. Mais ça c'est des réalités. Et à la fin, on abandonne. Est-ce qu'il faut abandonner? Est-ce qu'il faut pas avancer? On se pose éminemment des questions. Maintenant, il faut rendre également compte. Il faut également rendre compte à celui qui vous donne de l'argent, qui finance vos études. À ce moment-là, vous êtes franchement seul et il faut avancer. Il faut avancer. Ça, c'est aussi le mot-clé. Il faut se battre. Il faut continuer à croire toujours à ce qu'on fait, croire en ses rêves, malgré les obstacles. Parce que les obstacles, ça fait finalement partie de la vie. Oui, tout à fait. Vous êtes... vous risquez, vous pourriez être le 3e Camerounais à gagner ce prix si le 23, je pense bien, novembre, 23 novembre, on annonçait que vous étiez le lauréat de 2019. Ça vous fait quoi d'abord de représenter le Cameroun à l'extérieur dans un concours aussi sérieux que celui-là? Ouais, je dois noter que c'est pas mon premier prix. J'ai été Guillaume Apollinaire. Voilà, j'ai été pris Guillaume Apollinaire 2 fois de suite aux Jeux Floraux du Bund. C'est en 2012 et en 2013. Tout récemment, on n'en a pas assez parlé. J'ai été pris Nashman 2019. Donc ça aussi c'est un prix assez prestigieux. Qui récompense les efforts des auteurs, et c'est vraiment à travers le monde, parce que j'ai reçu je veux dire, comment on appelle ça chez les journalistes, j'ai reçu des journalistes chinois, arabes, qui me demandaient de faire ci ou ça et leur transmettre afin qu'ils émettent chez eux. Donc c'était déjà bien. Bon, ça ce sera magnifique. Ce sera déjà bien pour le Cameroun, parce que ce sera le 3e nom à y figurer. Ce sera bien également pour l'auteur, parce que c'est un peu comme une récompense d'un travail acharné qui enfin a abouti et dont on en parle. Moi, je pense que c'est aussi une fierté. C'est beaucoup plus une fierté de pouvoir résister en tant qu'auteur. Vous savez,
c'est pas facile. Moi, je vais appeler ça le métier d'écrivain. C'est pas facile parce que c'est de tous les instants. Parfois, on se lève à des heures indues et on est obligé de gribouiller sur du papier qu'après on rejette parce qu'on sent que c'est pas encore ça. Ça nous arrive très souvent. Et maintenant, une fois que vous avez fini avec cela, il faut défendre. C'est un peu comme une thèse. Il faut défendre votre travail. Et ça encore, c'est une autre partie qui n'est pas facile. Même si vous avez l'impression d'avoir tout dit, on croit que c'est une impression. Il faut le défendre. Il faut convaincre. Voilà, et c'est ce que je suis en train de faire tout à fait ce soir. Alors on l'espère et on souhaite que le prix vous reviendra. Ce serait une bonne chose pour le Cameroun. Troisième nom à figurer dans ce prestigieux prix, Were Liking, qui est justement la présidente du jury final. C'est pas camerounaise que j'ai rencontré d'ailleurs à Abidjan en 2016 par hasard. En 2016 par hasard. J'étais là-bas dans le cadre de Africa Poésie en tant que président de l'ASPAC. Vous savez, je suis président de la Société des poètes artistes du Cameroun, organisatrice cette association-là du festival Africa Poésie. D'ailleurs, on va lancer une autre étape en octobre. La première édition avait eu lieu en 2016 à Abidjan. Quand je suis arrivé à Abidjan, c'était très bien reçu. On a discuté vraiment livres, dédicaces. C'était vraiment les pays qui sont trop choqués. C'est le Cameroun, c'est la Côte d'Ivoire, c'est le Burkina, c'est ce genre de choses-là. Tout à fait. Alors on m'a dit, pour revenir à Were Linking, on m'a dit qu'il y avait une compatriote qui était là, pas très loin, et qui travaillait vraiment dans la culture. J'ai dit, bon, écoutez, moi je vais la voir. Je crois qu'elle est à la Riviera, c'est comme ça que ça s'appelle. Quand je suis arrivé, une femme chaleureuse qui m'a ouvert ses bras, vraiment très contente de me recevoir et m'a baladé dans son univers. Je dois avouer que c'était impressionnant ce qu'elle fait là-bas quand même. Je pense qu'à un moment donné, il faudrait en parler aussi ici pour que les gens se rendent compte de ce qu'elle fait un peu partout pour le Cameroun. Vous avez beaucoup de casquettes au-delà de ce que vous avez vous-même appelé métier d'écrivain. Vous êtes de la société, la Sociladra. Est-ce qu'on peut dire que le livre au Cameroun se porte bien, globalement, au regard de la qualité des productions, l'intensité? Il y a pas mal de productions littéraires. Il y a pas mal de productions littéraires, mais tout ça doit être véritablement bien canalisé. C'est là où le bas blesse. Je veux pas parler de la politique du livre au Cameroun, mais il faut booster. Elle est brinque-ballante. Il faut booster quand même. Est-ce qu'elle est suffisamment dopée? Il faut travailler. Il faut continuer à travailler. Il y a encore beaucoup de choses à faire. Je crois qu'il y a encore beaucoup de choses à faire. Récemment, les éditeurs se plaignaient, disaient qu'au niveau du droit, de la répartition des droits, on a beaucoup de production pour parfois très peu en termes d'argent. Qu'est-ce qui peut être à l'origine de tout cela? Déjà, oui, ça c'est les droits d'auteur. Les seuls qui peuvent payer actuellement, c'est parfois les médias publics, comme la CRTV, on peut dire. Donc, vous savez, pour que vous soyez rétribué, il faudrait déjà que votre œuvre soit exploitée. Ça, c'est ce que les auteurs doivent savoir. Et pour que ce soit exploité, vous devez appartenir effectivement à une société de droit d'auteur. Peu importe. Aujourd'hui, nous avons 5 catégories. Donc, non, disons que on y travaille. Malheureusement, il y a encore des obstacles liés à l'homme, à l'activité humaine dans ce domaine-là, parce que généralement, ce sont eux qui constituent les pesanteurs, et ça, c'est dommage. Mais je pense qu'avec l'énergie que nous avons, je dois avouer que nous sommes arrivés il n'y a pas très longtemps. Nous menons des concertations pour que les choses se passent plutôt bien. Mais je dois avouer qu'avec les artistes, c'est pas facile. Cela ira en s'améliorant.
tout cas. On l'espère. Oui, ça, je pense que ça... On travaille pour ça. On travaille pour ça. Vous êtes également membre, et on l'a dit tout à l'heure en début d'émission, membre de la commission pour le manuel scolaire et autres matériels didactiques. Cette année, membre de la commission nationale chargée du suivi et de l'évaluation de la politique nationale du livre, du manuel scolaire et autres manuels didactiques. Oui, ça c'est une commission qui est logée à la primature. Donc, en tant que vice-président du conseil d'administration de la Société droit, j'ai été désigné par Madame le ministre des enseignements secondaires pour parler Scaliti de ce domaine-là. On parle de la politique du livre finalement. Tout à fait. Donc, bon, on a siégé 1 ou 2 fois et le reste des travaux, ça se passait par... pas physiquement, c'est via les nouveaux moyens de communication. Les NTIC, les NTIC, on va rester courtois. Donc, mais je pense également que là, il y a beaucoup de choses à faire. Il y a encore beaucoup de choses à faire. Heureusement, cette année, on n'a pas eu un livre de 5e qui fait scandale. Du moins jusqu'à présent. On n'a pas encore eu vent d'une affaire comme celle-là, jusqu'à présent. Oui, disons que c'était déplorable. Nous l'avons tous décrié. Et c'est justement ce genre d'attitude que nous déplorons. Vraiment, il faut penser d'abord à la conscience universelle avant de penser à soi-même. Il faut mettre toujours à ce qu'on fait une certaine éthique et se dire que finalement on va entre guillemets passer. Il faut laisser des marques positives dans ce qu'on fait. Et si on est animé par ce genre d'intention, je crois que le reste va suivre. C'est pas bien compliqué. Et d'ailleurs, c'est ce que je fais à la Société Dra. C'est pas bien compliqué. On a des obstacles qu'on sait, mais il faut les faire bouger. Mais parfois, vous avez d'autres réalités que la raison ignore complètement, vous savez. Mais je pense que les mentalités évoluent. C'est un peu comme le champ des télécommunications aujourd'hui. C'est pas la même chose qu'il y a 10-15 ans. Pas du tout. Donc on est dans l'ère du numérique, les informations fusent, ça va très vite. Et puis il suffit qu'il y ait une petite niche quelque part. Et c'est parti tout de suite à travers les réseaux sociaux. Il faut faire donc attention. Il faut faire très attention. Peut-être vous sortir au-delà de vos activités. Vous arrivez quand même à avoir une vie familiale plutôt pleine. Vous avez suffisamment de temps aussi bien pour vos enfants et madame? Disons que j'essaie de m'organiser comme je peux. On ne peut pas être partout en même temps. J'ai pas le don de l'ubiquité. Parfois, il faut trouver le juste milieu. Et c'est justement le juste milieu qui est difficile à trouver. Et justement, la vie, c'est des sacrifices aussi, vous savez. On ne peut pas tout embrasser. Il faut choisir un aspect et laisser l'autre, peut-être pour les autres. En tout cas, on espère que madame nous écoute et que, voilà, et les enfants. Donc, la famille, vous, quand vous n'êtes pas au travail, quand vous ne travaillez pas, lorsque vous ne faites pas quelque chose qui va chercher dans l'intellect, vous divertissez comment? Regardez la télé, vous allez faire un peu de sport ici et là? Je fais de moins en moins de sport, c'est dommage. Justement parce que je suis accaparé par toutes ces activités-là. Mais je vais faire un peu rire. Il n'y a pas 3 jours, j'ai discuté avec ma PCA, Madame le maire d'Acom 2, Elise Balameka. J'avais au téléphone et quand je lui disais que j'avais une épaule qui me paraissait assez lourde. Il me dit, écoute, Daouda, il faut quand même trouver le temps pour faire du sport. Et puis vos affaires de religion là, est-ce que c'est pas ça qui impacte sur... Je lui dis, qu'est-ce que la religion a y faire? Il me dit, quelle est sa soeur qui est pharmacienne? Je vous fais juste un truc. Qui a décidé de mettre sa babysitter à côté pour elle-même faire le ménage. Question d'être en mouvement. Donc c'est pour dire que oui, quand on a la volonté, on peut trouver un peu de temps, et ce serait d'ailleurs très bien de le faire. Mais je pense que je marche beaucoup. Le fait d'être tout le temps en activité, je pense que c'est aussi... Ou bien même en train de conduire tout le temps. Pourquoi pas? Est-ce que c'est pas des mouvements qu'on fait? En même temps, c'est une position assise.
c'est pas les mouvements qu'on fait. Le fait de voir passer des paysages. Peut-être un 2-0 chaque dimanche, ça pourrait résoudre l'affaire ou voilà. C'est possible. Faire quelques tours de piste, c'est important, surtout avec le stress qu'on rencontre, le travail et tout. Ça permet également de sortir totalement des livres et voilà, des responsabilités quelquefois. Il faut déjà aussi que nous ayons des espaces bien huilés, bien organisés. L'activité sportive ne se fait pas partout, sinon vous attrapez plutôt de choses, vous créez plutôt de choses. Tout à fait. Donc je crois aussi que c'est l'occasion d'interpeller les maires qui nous créent des espaces verts où on peut à loisir se défouler. Tout à fait. Pourquoi pas. Alors pour totalement sortir, pourquoi absolument il faut lire Le Fossé des Baobabs, ce livre préfacé de Hubert Mononzana? C'est un... j'ai pris le temps d'écrire ce livre. Je vous invite vivement, n'est-ce pas, à vous l'approprier. Parce que j'ai un message à passer et ce serait bien de l'échanger avec un maximum de lecteurs. Les étudiants, les nouveaux là, les bleus. Les bleus qui arrivent à l'université, ce serait également bien qu'ils découvrent. Il n'y a même pas que celui-là, il y a bien d'autres qui ont écrit dans ce sens. Il y a aussi même mon éditeur là. Le cimetière des Bacheliers. Oui, il a écrit un truc dans ce sens. Ils sont bien nombreux. Oui. Ils sont bien nombreux. Vous voyez qu'on se retrouve parce que à un moment donné, ça taraude dans l'esprit. Il faut l'accoucher. Ça devient même une maïeutique, comme disait quelqu'un d'autre. Tout à fait. Donc une fois que c'est là, vraiment il faut qu'on en parle. Et c'est quand on commence à en parler que les solutions arrivent. En tout cas, bonne chance pour le prix Ivoire 2019. On espère que vous allez être lauréat. C'est déjà ça d'être finaliste. C'est déjà ça. C'est déjà une victoire. C'est une grosse victoire. Tout à fait. Alors le livre, on le trouve où? À la librairie des Peuples Noirs. Je ne sais pas s'il fait la publicité. Chez l'auteur également, parce que j'ai quand même pas mal d'exemplaires d'éditeurs aussi, on va le dire comme ça. Proximité, les éditions Proximité. Voilà. Décidément, c'est une maison d'édition qui a beaucoup de lauréats en fait en ce moment. Il y a eu Diali Amadou Amal récemment au prix Orange. Il y a eu ce jour que je n'oublierai jamais du jeune confrère. Enfin, je ne veux pas dire jeune confrère, du confrère. Voilà. Et donc, ça fait quand même beaucoup. Peut-être finalement cette maison d'édition porte chance. Peut-être ce sont les auteurs également qui. D'accord. Ce sont peut-être les auteurs aussi qui portent la maison. Tout à fait. Je crois que c'est vice-versa. C'est d'abord les auteurs, je pense. Un salut à François Nkemé qui est justement les éditions Proximité. Et pour vous dire, pour ne rien vous cacher, c'est vrai que j'avais toujours dit que j'avais pas publié au Cameroun. Je m'étais juré de ne pas le faire. Toujours à la matin. J'avais juré de ne pas le faire au Cameroun en tout cas, parce que j'estimais que c'était pas assez organisé, c'était pas. Mais bon, c'est Kémé François qui m'a convaincu d'essayer, et Diali également d'ailleurs, vous en parlez, d'essayer avec lui. Donc je me suis dit ok, je vais voir. Mais il y a encore de travail à faire au niveau de la diffusion, de la distribution, un certain nombre de choses comme ça. Il y a encore beaucoup de choses à faire. En tout cas, même sur Internet. Oui. Il est pas très visible sur Internet. Il y a encore un travail à faire. Le e-book. Beaucoup de boulot à faire de ce côté. Ce qui est sûr, c'est que on espère que cela sera parfait. Daouda Boumbo, merci d'être passé à la radio. Non, mais moi, je vous remercie vraiment de m'avoir consacré cet espace. Je me réjouis d'autant plus de découvrir un studio assez paisible, pour ne pas dire très confortable. Donc, Jean-Jacques, toi, je te dis merci. Si particulièrement, tu n'as pas hésité à m'interpeller une fois que tu as été au courant de comment ça se passait un peu. Et tant mieux, je pense que c'est comme ça que nous pouvons
essayer de nous mettre ensemble pour booster cette activité que nous aimons tous. Oui. Curieusement. Oui, c'est une passion, c'est une passion qu'on veut diffuser. Il faut amener tout le monde à comprendre que le livre, c'est quand même tout un univers qu'il est utile de découvrir. Je crois que chaque fois que quelqu'un écrit, il a quelque chose à dire. Et il faut côtoyer le livre, l'écriture. Quelquefois, ça cultive, ça permet également d'ouvrir son esprit, puisque... Ça libère, en fait. Voilà, en quelque sorte. Ça Merci. libère un peu. Merci certainement. À la prochaine, puisque vous connaissez le studio, c'est déjà chez vous. Passez quand vous le souhaitez. D'accord. Merci beaucoup. I'm running and I always get away. With you I'm feeling something that makes me wanna stay. I'm prepared for this. I never shoot to miss, but I feel like a storm is coming. If I'm gonna make it through the day, and there's no more use in running, this is something I've gotta face. If I risk it all, could you break my fall? How do I live? How do I breathe when you're not here? I'm suffocating. I wanna feel love run through my blood. Tell me, is this where we give it all up? For you, I'd have to risk it all, 'cause the writing's on the wall. A million shots of glass that haunt me from my past. As the stars begin to gather and the light begins to fade, when all hope begins to shatter, no, I won't be afraid. 'Cause if I risk it all, could you break my fall? How do I live? How do I breathe when you're not here? I'm suffocating. I wanna feel love run through my blood. Tell me, is this where we give it all up? For you, I'd have to risk it all, 'cause the writing's on the wall. 'Cause the writing's on the How do I live? How do I breathe when you're not here? I'm suffocating. I wanna feel love run through my blood. Tell me, is this where we give it all up? How do I live? How do I breathe when you're not here? I'm suffocating. I wanna feel love run through my blood. Tell me, is this where we give it all up? For you, I'd have to risk it all, 'cause I
Pourquoi j'écris Pour que la vie soit plus diverse. Pourquoi j'écris? Parce que c'est ce que je sais faire. Et parce qu'avec l'âge, de toute façon, les possibilités se raréfient. Quand j'ai écrit ce roman... j'écris tous les matins, à partir de 7h30, 8h moins le quart, jusqu'à 9h30. On ne m'a pas donné de conseils en particulier pour écrire. Par contre, mon père m'a dit que j'en étais capable. Mais t'écris parce que t'as un truc à dire? Tout le monde écrit, mais tout le monde n'est pas écrivain. Pourquoi le devient-on? Comment le devient-on? D'où vient l'inspiration? Écrivain, écrivaine. Le point littéraire et artistique. Jean-Jacques Foucault. Jean-Jacques Foucault. On connaît les écrivains à travers leurs œuvres, mais connaît-on leur univers? Les romanciers nous entraînent dans leur fiction, mais quelle est leur vie au quotidien? Ces acteurs contemporains nous livrent un témoignage de notre temps. Mais quels sont leurs sentiments? Pour sa 3e saison, le point littéraire et artistique innove. C'est désormais tous les mardis de 21h à 23h et toujours une présentation de Jean-Jacques Foucault. Jean-Jacques Foucault. Le point littéraire et artistique. C'est une émission de littérature. Toute la littérature, ici, tous les genres, sous-genres et types d'écriture se rencontrent. En 2 heures, vous aurez droit à plus de découvertes de livres et d'auteurs. Ici, tous les genres littéraires et textes scientifiques se côtoient. Le point littéraire et artistique, c'est aussi l'actualité des événements culturels et l'ensemble des arts avec en prime un zoom sur qui les acteurs animent. Prenez le rendez-vous tous les mardis, intervalle 21h, 23h avec Jean-Jacques Foucault. Jean-Jacques Foucault. Le point littéraire et artistique, la 2e heure. La 2e heure.
Royal FM. Merci à Daouda Bombouin qui était bien évidemment l'invité littéraire pour la première heure. Son livre Le Fossé des Baobabs. Il faut dire que le livre est donc en compétition. Au prix Ivoire 2019, il y a également 5 autres candidats d'autres pays, le Sénégal, la Côte d'Ivoire, d'autres pays. C'est donc un livre en compétition. Le Cameroun est représenté en cette haute distinction du livre. Maintenant, on va parler également musique. Pour dire que deux Camerounais, il s'agit de l'idole la slameuse, mais également de Sisol qui sont engagés pour une autre compétition au niveau africain. C'est le prix découverte RFI. Demain, c'est le dernier jour pour les votes. Si vous n'avez pas encore voté entre l'idole et Sisol, qui sont les deux candidats du Cameroun,
eh bien sachez que vous pouvez aller sur le site internet rfimusique.fr et aller choisir votre candidat qui devrait normalement être en camerounais. C'est le Cameroun qui gagne. Sur ces antennes, nous avons le jour où nous avions appris que l'idole, les Sisol, était en compétition. Nous avons eu l'avis de l'idole mais également des Sisol. Il faut aussi rappeler que Sisol était sur nos antennes dans le cadre de l'émission Congrès culturel diffusée tous les samedis. Il nous a donné ses impressions, mais il a également appelé les Camerounais à voter massivement pour que le vert jaune soit porté au sommet. Aujourd'hui, une fois de plus, nous allons prendre l'avis de l'idole. Elle encore, sur les quelques jours qui restent, vous appelle et demande vos votes et vos voix pour qu'elle puisse justement être la première dans cette compétition. On écoute. Coucou à tout le monde, je m'appelle Idole, je suis slameuse camerounaise et finaliste du prix découverte RFI 2019. Disons que quand tu apprends que tu es dans le top 10 d'une compétition pareille, ça... Non, c'est sûr, ça fait plaisir. En fait, c'est énorme quoi, de savoir qu'on a pu faire une place pour le slam, qu'on a pu faire une place pour moi. Ça me fait penser à il y a 9 ans, quand j'ai commencé à faire du slam. Et qu'il y avait que papa et mon petit frère qui connaissaient par cœur mes textes, qui étaient en train de faire la communication avec moi pour que les gens viennent à mon spectacle, ne serait-ce que pour savoir ce qu'est le slam. Disons qu'on se rend compte que vraiment que les choses avancent d'une certaine manière, parce que les 3/4 des personnes, des slameurs qui m'ont inspiré, camerounais, ne sont plus slameurs aujourd'hui. Et le quart restant, en fait, n'est plus au Cameroun. Donc, disons que pendant longtemps, on nous a fait croire qu'en Afrique, ça sert à rien de parler parce que les gens ne savent pas écouter. On nous a dit que non, le slam, ça peut pas marcher. D'abord, qui connaît ça, ça sert à quoi et tout. Et aujourd'hui, je pense qu'il y a une lueur d'espoir qui scintille à l'horizon. Et c'est juste une façon pour nous d'avoir une motivation pour croire davantage, mais surtout travailler 2 fois plus, parce qu'on se dit, bon voilà, si on a pu arriver jusque là, alors on peut aller plus loin. Ce prix est vraiment important pour moi. Enfin, j'imagine que ça va être important pour tout le monde, pour tous les 10 finalistes. Mais de façon particulière, en fait, ça l'est pour moi. Pour le slam, pour le Cameroun. Ça fait 18 ans qu'aucun Camerounais n'a remporté ce prix. Je me dis que voilà, cette année, il faudrait qu'on puisse rentrer avec chez nous. Il n'y a jamais eu de slameuse dans cette compétition. Je sais que dehors, il y a plein de personnes qui ont des rêves aussi, qui croient, des personnes qui écrivent et qui, des fois, se demandent pourquoi, en fait. Et ça donnerait de l'espoir, pas seulement à moi ou toutes les personnes que je connais, mais à tous les slameurs, à toutes les slameuses et à toutes les personnes qui font des choses que des fois les gens ne comprennent pas. Voilà. Après, à côté, il y a tous les prix qui sont hyper importants. Genre la tournée africaine, le concert à Paris, les 10 000 €. Je crois que pour chaque artiste, il n'y a rien de plus beau que de pouvoir bouger et pouvoir mettre un peu d'argent dans les poches. Donc, ouais, ce serait vraiment bien. Parce que je sais aussi que je ne peux pas y arriver toute seule. J'ai besoin que tout le monde se mobilise, du moins qu'on fasse ce qu'on a à faire à notre niveau. Et que voilà, qu'on puisse se porter le plus haut possible. Donc j'ai besoin de chacun d'entre vous. Il reste à peine quelques jours avant la clôture des votes. Le lien est soit là. Bref, je sais pas sur quel réseau vous allez voir la vidéo, mais l'idole a besoin de vous, le slam a besoin de vous, le Cameroun a besoin de vous. Alors je vous en prie, votez. Votez. Et votez encore. Merci d'avance. Merci à toutes les personnes qui, depuis le début, nous donnent la force et nous motivent à continuer. Parce que je suis sûre que si plein de personnes n'étaient pas là, si des fois on ne recevait pas des commentaires, des encouragements, il y a longtemps qu'on aurait arrêté. Donc je profite aussi pour dire merci à toutes ces personnes-là qui ont cru depuis le premier jour. Et on espère juste que la famille va s'agrandir et
qu'on pourra rentrer avec le prix RFI, prix découverte à la maison. Donc voilà, je compte sur vous. Bye. Bimoulet d'abord. Ok. Culturelle. Il y a la semaine culturelle coréenne qui accourt en ce moment au Cameroun. L'événement qui s'étendra jusqu'au jeudi, c'est-à-dire après-demain, a pour vocation de faire étalage des richesses culturelles de ce pays d'Asie. Ce jour à l'esplanade du Musée national, c'est une exposition avec la participation des brodeurs de l'Est Cameroun qui s'est tenue justement à cet endroit. À côté, il est donné de découvrir l'art musical, l'art culinaire et même l'art médical de ce pays. L'apprentissage du coréen, pays désormais très ouvert, qui est une alternative. L'Institut des Relations Internationales a été justement le cadre qui a abrité l'ouverture de la dite semaine. Le centre d'études coréen est d'ailleurs logé à l'enceinte de l'IRIC. C'est un appel de la Corée, de cette 11e économie mondiale au Cameroun, pour une passerelle qui permettrait aux deux pays de renforcer davantage leurs liens pour un partage équitable. France Volontaire a célébré ses 10 ans ce jour. Depuis ce matin, des échanges se font à l'Institut français de Yaoundé sur la pratique du volontariat, les opportunités qu'elle offre, entre autres. Plusieurs colloques, plus échanges, mais aussi le film Muna Moto de Dikongue Pipa, qui a permis au Cameroun d'obtenir son tout premier talon d'or au FESPACO, a été diffusé gratuitement. C'était tout à l'heure à 20h à l'Institut français de Douala. Parlant de cinéma, la sélection officielle des rencontres internationales des films courts RIFIC 2019 est connue. Dans la liste, le film Mon chien n'aime pas les noirs de Ilona Maïlis du Cameroun, Glass House de Noëlla Ngounia du Cameroun également, Le père de Thaïlande de Michel Kuaté du Cameroun et de Georges Alain Goman, La République des fantômes, un autre film. Dans la sélection, il y a aussi Jane de Clément du Cameroun et La main interdite de Tekam Ndoshi, à côté d'autres films d'autres nationalités. Le Festival international du film religieux Fifi Rel, quant à lui, à sa nouvelle date, c'est désormais du 7 au 10 novembre à Yaoundé. La sélection officielle est aussi connue, nous en parlerons la semaine prochaine, très certainement. Le Festival international de mouvements de danse et performance se déroule au Cameroun du 14 au 24 novembre 2019. Ce sera 3 jours pour cette 3e édition. Le thème, c'est territoire, corps et esthétique.
Give a big round of applause to our drummer, Mrs. Jamal Thomas. Good go. Our bass player, Mr. Jerry Preston. Everybody, come on! Shake everything you got. What? Come on! Shake everything you got. Huh? Shake everything you got. Good God. What to say? Shake everything you got. What to say? What to say? Shake everything you got. What to say? Shake everything you got. What to say? Shake everything you heard. What to say? Shake everything you got. What did you say? Everything you got. What did you say? Shake everything you got. Hold on. Who let us shake everything? What? What about the drummer?
Give a big round of applause to the drummer, ladies and gentlemen, from Macon, Georgia. Listen to the horn. Come on. Il faut dire qu'il y a également de la musique, de la très bonne musique dans cet événement culturel qui s'est fait appeler la nuit des célibataires, qui va se dérouler bien évidemment le samedi prochain à Yaoundé. Un événement que nous allons découvrir. Anne Kodba est venue nous en parler, on écoute plutôt. La nuit des célibataires, c'est un événement pensé pour faire des rencontres, rassembler les célibataires, toutes les personnes qui sont désireuses d'être en couple ou bien faire de nouvelles rencontres simplement. L'idée part du simple constat qu'il y a beaucoup de célibataires, quoi qu'on on pense, quoi qu'on en dise, hommes comme femmes. Donc il n'y a pas que les femmes qui sont touchées par ce phénomène, et surtout qu'ici en Afrique, on n'a pas encore cette notion-là des sites de rencontres, des soirées de rencontres, et c'est partant de là que nous, on a choisi de mettre sur pied la nuit des célibataires. Déjà, les organisatrices que je suis, que nous sommes, c'est une association qui est mise en place, Women Business. Donc, c'est géré par des jeunes dames dynamiques et qu'on reconnaît par tout leur sérieux. Et en plus de ça, nous sommes en partenariat avec une application de rencontre, Chat et Yamo, qui a bien voulu nous accompagner dans ce challenge. Une application de rencontre camerounaise, il faut bien le signaler. On est à peu près à 30 participants déjà, et on boucle à 50 participants parce qu'on ne veut pas excéder ce nombre-là pour pouvoir gérer les flux et pouvoir mieux coordonner les rencontres. De manière pratique, il y aura des animations, il y aura du live, il y aura de karaoké, et après il y aura une soirée dansante. Oui, il y a certains artistes qui sont déjà invités, mais je ne vais pas citer les noms là maintenant.
une surprise, agréable surprise. À partir de 18h jusqu'à il y aura du speed dating. Donc du speed dating, c'est-à-dire que on va mettre en lien des relations pendant un certain nombre de temps et on va changer au fur et à mesure pour voir avec qui la personne peut matcher. Donc voilà, c'est un peu ça, un des points essentiels de la rencontre, de la soirée. Cette soirée, c'est interdit de rester sans côtoyer l'autre. Donc on vient essentiellement pour pouvoir prendre attache avec autrui. Donc même si au sortir de là, nous ne sommes pas en couple, au moins on aura gardé une relation. Le 19 octobre, ce samedi 19, à Hawaii Escalier, résidence Cristal. Il y a le 655 19 58 51. 655 19 58 51. Donc vous pouvez m'avoir sur WhatsApp ou appel, peu importe. Une initiative musicale, mais également matrimoniale, il faut le dire. Tout à l'heure, lorsqu'on va se retrouver derrière la prochaine ponctuation musicale, nous parlerons du Sahel Week, le festival qui s'annonce très enlevé. Il s'agit d'un festival qui permettra de dévoiler la culture sahélienne, mais également d'autres cultures du Cameroun, la diversité culturelle l'imposant. C'est à Yaoundé, le Sahel se déporte. Tout à l'heure, nous allons prendre Yaya Igrissou qui nous expliquera de quoi il est question. Mais avant, je vous propose de souffler une fois de plus en musique. En ce soir, après la forte pluie qui s'est abattue dans la capitale, Yaoundé. Culturel avec l'artiste Caresse Fotso Towa Wenema, c'est le titre de la chanson, ce qui nous permet d'aller également parler de cet événement culturel qui va permettre de découvrir la culture du Sahel, du Grand Nord, s'il faut le dire, mais également d'autres cultures. Ce sera l'occasion d'un week-end ici même à Yaoundé. Il ne faudra donc pas effectuer le voyage par train ou par bus pour aller dans le Grand Nord à Maroua, Garoua ou bien à Ngaoundéry. Tout viendra trouver les populations de Yaoundé à Yaoundé. Et donc, lui, il a choisi, a d'ailleurs voulu s'exprimer sur la question. Et aujourd'hui, il nous explique à quoi va consister le Sahel Week qui s'ouvre le week-end qui arrive. La 8e édition du festival Sahel Week tend à promouvoir la culture sahélienne, la culture du Nord, la culture de l'extrême Nord et de la Damawa. Maintenant, au-delà de l'ère culturelle sahélienne, c'est aussi trois autres aires culturelles du Cameroun qui sont aussi revalorisées, à savoir l'ère Fambeti, l'ère Grassville et l'air Sawa. Donc nous invitons donc tous les Yaoundéens à bien vouloir assister donc à cette 8e édition du festival Sahel Week qui se déroulera simultanément au centre culturel camerounais et au stade de Toudji. Au programme donc il y aura des conférences, débats qui tournent autour de la problématique de la paix. Il y aura des expositions et débats, il y aura des tauromachis, des jeux traditionnels, des luttes traditionnelles. Il y aura aussi l'élection du Miss Festival Sahel Week. En tout cas, tous les Camerounais, les Africains sont invités donc pour participer à la grande fête de la célébration de la culture sahélienne du 16 au 24 novembre, simultanément au centre culturel camerounais au stade de Toudji. Avant de prendre les dernières notes musicales, il est utile de rappeler que samedi prochain, dans le cadre de l'émission de débat culturel et combat, nous parlerons de web-série
et l'ampleur que ces formes ou alors ces formats audiovisuels intéressent et comment rentabiliser l'outil Internet aujourd'hui dans l'univers culturel. Il sera question pour nous de tabler sur cette thématique-là avec sur la table de nombreux experts qui viendront justement nous parler des web-séries, de l'outil Internet comme véritable pilier pour l'éclosion de la culture au Cameroun. Donc ne ratez pas le rendez-vous qui est prévu pour samedi prochain lorsqu'il est exactement 13h sur la radio des auditeurs sur 88.4 mais également sur Royal FM Espace Cameroun. Ça c'est sur Facebook. She said over it, you're acting like you're brilliant, but you don't know, yeah, you don't know. You don't know a thing at all. You don't know about the way I am when I am all alone. You don't even know where I came, the way I've grown. You don't know about the way I love so deep into my bones. You don't even know me. I walk it off and brush away everything you say, 'cause I don't care at all. I don't care at all. She said over it, you're acting like you're brilliant, but you don't know, yeah, you don't know. You don't know a thing at all. You don't know about the way I am when I am all alone. You don't even know where I came, the way I've grown. You don't know about the way I love so deep into my bones. You don't even know me. You don't even know me. You don't even know. You don't know a thing at all. You don't know about the way I am when I am all alone. You don't even know where I came, the way I've grown. You don't know about the way I love so deep into my bones. You don't even know me. You don't even know me. C'est terminé, messieurs et dames, pour cette autre édition du point littéraire et artistique. Les points littéraires et artistiques, équipe de production. Mise en onde Romia Lekoumé, cadrage vidéo Steve de Souza. Régie d'antenne, Yannick Nguelewi, coordination centrale, Roger Keck de Kiki, supervision générale, Emmanuel Noël Bissaï, présentation Jean-Jacques Foucault. À mardi.